Notre thème d'aujourd'hui porte sur la conscience non locale, ce que nous apportent les données scientifiques. Je vais commencer en disant, en affirmant que nous, dans nos écoles, dans nos universités de médecine, nous apprenons que la conscience, traditionnellement, ce qui nous a été enseigné à ce sujet, c'est que les pensées ou la conscience sont le produit d'un ensemble de neurones ou d'un réseau de neurones. Mais je pose la question, est-ce que c'est vraiment cela? Où se trouve la conscience? J'ai recherché quelques résultats scientifiques qui nous donnent une autre manière de penser. Sir William Fletcher Barrett, en 1926, a publié un livre, Vision sur le lit de mort. C'était un médecin de l'Académie royale de Londres. Il a donc distribué un questionnaire à des médecins et infirmiers, demandant donc dans ce questionnaire qu'est-ce que disent les patients sur leur lit de mort. Quelles sont les expériences qu'ils rapportent, qu'ils comptent sur le lit de mort. Et donc il a vu des cas très intéressants parce que son épouse était obstétricienne. Et un des cas qui a marqué beaucoup l'entrevue du docteur William Fletcher Barrett, c'est celle d'une dame qui accouchait, ou d'une sage-femme, pardon, qui a vu à côté du lit de mort son père et son frère qui sont venus l'emmener après sa mort physique. Ce qui est intéressant, c'est que la sœur qu'elle a vue sur le lit de mort allait très bien quand elle a été internée pour accoucher. Ça faisait 15 jours qu'elle était donc sur un état terminal après les complications liées à l'accouchement. Et elle ne savait pas que sa sœur était morte. Et elle ne l'a su donc qu'à partir du moment où elle l'a vue sur son lit de mort avec son père qui venait la chercher donc à cet instant terminal final. Donc le docteur Carlis Osis a refait cette expérience du docteur Barrett en 1961 en distribuant également un questionnaire à des médecins et infirmiers afin qu'ils puissent relater ce qu'ils avaient entendu de leurs patients sur le lit de mort. Non seulement donc il a répété cette expérience de Barrett dans la Parapsychology Foundation, donc son expérience initiale, et il a donc répété la même expérience en collaboration avec Erlendur Haraldsson, et donc tous les deux ont distribué des questionnaires entre 1972 et 1973. C'était des observations
sur le lit de mort qui ont été faites par des médecins et des infirmiers. Mais aussi, c'était une expérience transculturelle parce que non seulement elle a été faite aux États-Unis, mais aussi en Inde. Et donc cette étude a été publiée dans le Journal of American Society for Psychical Research dans le volume 71. Donc, qu'ont découvert les chercheurs? Ils ont conclu que les patients en fin de vie voyaient des personnes décédées et des personnages religieux. Mais 3 fois plus souvent que la population en général, normale. Une autre expérience qui nous laisse penser ou qui nous donne des indications sur la localisation de la conscience et si cette conscience est vraiment le produit du cerveau ou non, c'est les expériences hors du corps. Donc le docteur Charles Tart a fait une expérience avec Madame Z. Il avait mis une feuille de papier sur la dernière étagère avec certains mots et la lecture de cette lettre qui était placée donc au-dessus de cette dernière étagère. Il avait demandé si la personne voulait la lire, il fallait qu'elle flotte au-dessus, à côté de l'étagère et presque au niveau du plafond. Et quand Madame Z est revenue, elle a pu dire ce qui était écrit sur ce papier avec donc les affirmations que le docteur Tart y avait mis. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec elle quand elle est sortie de son corps? Les graphiques ont montré un état de vigilance avec une détente. Les ondes cérébrales étaient des ondes alpha sans mouvement rapide des yeux, ce qui veut dire qu'elle ne rêvait pas et qu'elle n'avait pas une activité cérébrale active. Et cependant, elle a pu se déplacer, voir ce qui était écrit sur cette feuille et donc le rapporter à l'expérimentateur. Un autre point qui nous vient à l'esprit quand nous étudions ces cas, c'est le cas du médium brésilien Francisco Cândido Xavier, qui a psychographié et écrit donc plus de 400 livres par psychographie. Nous avons fait une recherche, l'Association des médecins spirites de São Paulo. On a fait une recherche avec les lettres qui ont été écrites à différents membres de la famille. Et donc, il y a 160 entrevues, questionnaires standardisés. Et dont les données ont été analysées sur 45 questions, donc avec un traitement informatique. Et il y a donc des données impressionnantes qui ont pu être établies, dans lesquelles les esprits communicants disaient à leurs parents, par exemple, qu'ils avaient laissé leur fiancée enceinte et qu'ils demandaient donc l'aide des parents pour accueillir ce nouveau membre de la famille. D'autres, un couple qui avait passé la lune de miel à Rio de Janeiro. Et en vérité, ils ont été, on leur a volé leur portefeuille. Et donc, ils n'avaient plus d'argent pour remettre de l'essence dans la voiture. Et ils sont donc allés dans une agence d'une banque à Rio. Et
ont demandé aux gérants de leur prêter cet argent et dès qu'ils allaient arriver en retour à São Paulo, ils allaient lui rendre. Donc il a mis de l'essence, il est parti en voyage donc de Rio vers São Paulo, mais ils sont morts au milieu du chemin. Quand il s'est communiqué par l'intermédiaire du médium Chico, il a dit, papa, tu dois voir le gérant de la banque, ce que je lui dois, qui est le montant de 200 réals brésiliens. Et après donc l'analyse, nous nous sommes posé la question. Après l'analyse de 45 cas, nous nous sommes posé la question où donc se situe la conscience? Est-ce que la conscience est morte avec la mort physique? Les données montrent plutôt le contraire. Les expériences de mort imminente ou de quasi-mort ou de mort imminente ont augmenté parce que les survies grâce aux techniques modernes de réanimation, donc les taux de survie ont augmenté comme l'a bien montré et expliqué le docteur Charbonnier ce matin. Quand il se produit donc un épisode de mort imminente, un arrêt cardiaque, une mort clinique, ou dans les chocs traumatiques au niveau du cerveau, les hémorragies intracérébrales, la noyade ou l'asphyxie. Donc il y a d'autres situations cliniques graves dans lesquelles la mort paraît inévitable. Par exemple, les accidents graves de la route ou de la circulation sanguine ou une chute dans les montagnes. Et dans ces cas, on a souvent pu observer l'apparition d'une expérience de mort imminente. Le travail très important réalisé par Pim van Lommel, qui est un médecin hollandais, il a écrit un fameux article dans le Lancet, une des revues les plus scientifiques, les plus importantes de notre époque. Et beaucoup de ces expériences de mort imminente ont été intensément diffusées dans des livres et dans la presse, comme on peut le voir, comme on peut en voir quelques exemples ici. Le docteur Raymond Moody Jr., psychiatre, a été le premier à écrire sur les expériences de mort imminente et à les décrire comme étant des expériences hors du corps. Une plus grande perception dans ces états, alors que cliniquement la personne est morte. L'expérience du tunnel qui se produit dans certains cas, l'apparition d'un être lumineux ou d'êtres de lumière, la récapitulation de la vie qui se produit chez beaucoup de ces cas, la résistance de la personne, la réticence à revenir dans le corps pour continuer la vie physique parce qu'ils se sentent tellement bien dans leur situation nouvelle qu'ils ont trouvée. Et aussi, ce qui a été observé dans la majorité des cas, c'est une transformation de la personnalité de la personne après cette expérience. L'intérêt du public était énorme à ce sujet. Celui qui, le premier, a fait des recherches scientifiques sur des expériences de mort imminente, c'est le cardiologue de Atlanta, Michael Sabom, qui a écrit Recollection of Death et Light on Death et a montré donc son expérience en tant que cardiologue dans la réanimation de patients qui étaient considérés cliniquement morts et qui sont revenus et donc ont pu rapporter leur expérience de mort imminente. Le docteur Kenneth Ring, psychologue,
social de l'Université de Connecticut aux États-Unis. Sa première expérience a porté sur plus de 100 survivants et il rapporte ça dans son livre Life and Death, Vie et mort, et sur les frontières de la vie, en français. Il a aussi écrit En route vers Oméga, Lessons from the Light. Il est fondateur de l'Association internationale d'études sur la mort imminente. Autre médecin qui a étudié ces sujets, c'est le pédiatre de Seattle, Melvin Morse. Il a fait des études en double aveugle sur 26 enfants et il les a suivis pendant environ 20 années de leur vie. D'autres chercheurs, toujours des médecins et des psychologues. Il y a Maurice Rawlings, Beyond Death Door, après Derrière les portes de la mort, Margot Gray, psychologue, donc Retour de la mort, et le docteur Peter Fenwick, qui sera avec nous au 3e congrès britannique à Londres la semaine prochaine, et qui a écrit donc Truth in Light, c'est-à-dire la foi dans la lumière. Tous ont parlé de l'expérience de mort imminente, ils ont parlé des survivants. La transformation, dans certains cas, est impressionnante. Des transformations psychiques profondes auprès des patients. Certains disent qu'ils ont perdu la peur de la mort. D'autres développent une forte croyance à la vie après la mort. Il y a plus de sentiments d'amour et de compassion chez ces personnes. Une expérience courte, mais un effet qui est très prononcé et long. Quel est le sens, la signification de l'expérience de mort imminente? C'est principalement sur le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Où se trouve la conscience? Comment pouvons-nous expérimenter un état de conscience clair, net, hors du corps, à un moment où le cerveau ne fonctionne plus? Après ou pendant une situation de mort clinique, traduite principalement par un électroencéphalogramme plat, comment peut-on admettre que la conscience est quelque chose qui résulte des neurones cérébraux si ces neurones sont à ce moment précis incapables de fonctionner et de créer? Cette expérience donc élargit le concept de la conscience. Une pionnière dans les recherches sur les expériences de mort imminente, le docteur Elisabeth Kübler-Ross a constaté dans ses recherches que les aveugles peuvent voir et ils peuvent aussi décrire les perceptions réelles qu'ils ont eues pendant une expérience de mort imminente. Il y a un lien étroit entre la conscience et la mémoire du cerveau dans cet état de mort imminente, alors que le cerveau ne fonctionne pas. Et donc, on ne peut pas expliquer cette mémoire par le cerveau, parce que l'électroencéphalogramme, à ce moment-là, il est complètement plat. Il y a beaucoup d'autres explications. Par exemple, il y en a beaucoup qui disent que l'anoxie cérébrale, qu'il peut y avoir une libération d'endorphines, qu'il y a un blocage de récepteurs, qu'il y a des niveaux élevés de gaz carbonique, CO2, qui peuvent expliquer des hallucinations, des illusions ou des délires. Cependant,
nous allons avancer pour voir combien de temps, par exemple, la personne peut rester dans un état de mort imminente. C'est le cas du docteur George Ritchie qui a fait des recherches là-dessus. Et donc, il a eu son électroencéphalogramme plat pendant 9 minutes. Et il a écrit un livre qui s'appelle Return from Tomorrow, donc Retour de demain. Et il a décrit tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a expérimenté pendant ces 9 minutes pendant lesquelles il était cliniquement mort. Les autres explications alternatives sont nombreuses. Désorientation, hallucinations otoscopiques, maladie mentale, drogue, mémoire fragmentée, qui sont capturées au hasard. Et comment on peut expliquer, par exemple, la révision? Et il l'explique par ses mémoires fragmentées, mais cette révision de cette vue de la vie et tous les autres éléments de l'expérience de la mort imminente ne peuvent pas être expliqués par une théorie bien construite, une théorie matérialiste. Il y a d'autres interprétations, donc la stimulation électrique que certaines parties du cortex cérébral. Wilder Penfield, le célèbre neuroscientifique américain, affirme qu'il existe 5 stimulations du lobe du cerveau, donc appelé cercle du mysticisme, qui pourrait éventuellement expliquer les expériences de mort imminente ou aussi les expériences hors du corps. Cependant, ces théories n'arrivent pas à expliquer de façon ample ce qui se passe dans l'expérience du tunnel, la rencontre de personnes de la famille, les conversations que le survivant a eues avec les membres de la famille ou avec des êtres de lumière qui étaient autour de lui. L'hypoxie cérébrale, qui est aussi avancée comme explication de ce phénomène, ne correspond pas par la question qui montre l'électroencéphalogramme après l'arrêt cardiaque. Par exemple, quand on prend 6,5 secondes après l'arrêt cardiaque, nous n'avons plus la possibilité de faire fonctionner l'électroencéphalogramme parce que le sang s'arrête et donc la progression vers une ligne isoélectrique se produit 10 à 20 secondes après l'arrêt cardiaque. Comment peut-on donc expliquer tous les phénomènes qui se produisent dans une période ou dans un intervalle de temps aussi faible? Je le répète, il n'existe pas de théorie matérialiste qui puisse expliquer que, avec un électroencéphalogramme plat, on peut avoir la possibilité que le cerveau fonctionne, qui nous donne conscience de nous-mêmes et qui puisse proportionner toutes les expériences que nous pouvons avoir. Je vais rapporter un cas important de Dr. Elisabeth Kubler-Ross dans un de ses livres, La mort dans la matinée. Et donc c'est un monsieur donc qui a rapporté ce témoignage. Il avait perdu toute sa famille dans un accident de voiture. 5 enfants et son épouse. Ils étaient venus le chercher
dans un dépôt donc qu'il possédait pour aller visiter des parents dans la campagne. Et quand ils étaient dans le véhicule, en route vers le dépôt, donc vers le commerce où ils se trouvaient, ils ont été percutés par un camion-citerne plein d'essence qui a explosé et donc pris feu, et ils sont tous morts carbonisés. Dans cette conférence du docteur Kubler-Ross, donc ce monsieur a demandé à apporter son témoignage et elle lui a ouvert donc la possibilité de le faire. Et elle raconte son cas. À partir du moment où ils sont tous morts, il a abandonné donc le commerce qu'il avait. Il a commencé à boire, il a commencé à se droguer. Et pendant 2 ans et quelques mois, il a divagué dans les rues aux États-Unis et sur des routes. Et un jour, il était sur une route poussiéreuse et sale et mal éclairée. Il a été percuté par un camion et donc projeté sur une longue distance. Il était au bord de la route et il voyait son corps couché, étendu. Il le voyait de quelques mètres au-dessus de ce corps, et il observait de façon indifférente ce qui s'était passé avec lui. Mais à un moment donné, il y a un nuage qui est apparu, et dans ce nuage, il y avait son épouse et ses 5 enfants. Souriant, ils n'ont rien dit. Je les ai juste vus, beaux comme ils ont toujours été. Et j'ai compris qu'ils étaient plus vivants que jamais. Et à partir de ce moment, dans l'unité de soins intensifs, donc, il a lutté désespérément pour survivre. Donc il a fini par se récupérer, par guérir. Après 40 jours, il est revenu donc à son commerce et il s'est présenté de nouveau comme un homme bien disposé et qui prenait soin de lui-même. Un autre cas, rapporté par Pim van Lommel, c'est d'une infirmière. Elle-même raconte son expérience. Donc, dans une urgence la nuit, une ambulance a apporté un homme de 44 ans qui avait eu un arrêt cardiaque. Il était cyanotique, comateux, et donc il était là pour être réanimé. Et donc on avait pu le réanimer. Et il cherchait son dentier pour... quelques jours après, il cherchait son dentier pour qu'il puisse le laisser sortir de l'hôpital. Et tout le monde avait cherché ce dentier, il ne le trouvait pas. Et c'est le malade lui-même, celui qui était cyanotique, en arrêt cardiaque. Il a montré l'infirmière du doigt. « Madame, c'est vous qui avez rangé mon dentier. » Et l'infirmière était surprise. Comment? Qu'est-ce qui s'était passé? Et il a dit, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu que vous avez mis mon dentier dans un tiroir d'une de ces tables à roulettes qui était là-bas au moment où je suis arrivé. Et ils ont cherché, ils ont effectivement trouvé le dentier de ce monsieur dans le tiroir qu'il avait indiqué. Où est-ce qu'elle était la conscience de ce monsieur à ce moment-là? Il était cliniquement mort. Comment est-ce qu'il avait pu voir? Comment est-ce qu'il avait pu savoir?
il n'existe pas d'études projetées. Il n'existe aucune étude matérialiste qui puisse expliquer méticuleusement, prospectivement, scientifiquement, la cause du contenu d'une expérience de mort imminente. Il n'existe pas d'explication scientifique satisfaisante. Pour nous, nous suivons le chemin, les raisonnements du docteur Roger Penrose, un mathématicien d'Oxford en Angleterre, et qui nous dit clairement, en prenant pour base le théorème de Gödel, que les ordinateurs ne peuvent traiter le sens, c'est-à-dire le cerveau comme un ordinateur doit utiliser une programmation, un programme qui lui est donné, qui est installé en lui, mais l'ordinateur ne peut pas savoir ou instruire sur des sens, sur la signification. Et tout comme le professeur Amit Goswami dans ses différents livres, parmi lesquels l'univers autoconscient et le médecin quantique, il nous dit que les possibilités de la conscience sont des possibilités d'une conscience immatérielle. Et seule une conscience immatérielle peut expliquer la conscience de soi que nous avons tous, y compris tous ces phénomènes que nous analysons comme trouvailles scientifiques et qui doivent être interprétés. Également, Henry Stapp nous offre quelque chose d'important dans son livre Mindful Universe, où il analyse la question quantique pour pouvoir élaborer une théorie satisfaisante sur ce qu'est la conscience et où est-ce qu'elle se trouve. Et la physique quantique pourrait nous apporter des éléments d'explication que la science matérialiste n'arrive pas à apporter par ces théories qui n'expliquent pas la réalité de ce qui se passe. On a parlé aussi déjà de Mario Beauregard, qui était avec nous à Toulouse, au congrès de Toulouse il y a 2 ans, et qui analyse également de façon scientifique l'état d'attention sur nous-mêmes, sur soi-même, qui est le mindful state, que chacun cherche à expliquer, surtout à la lumière de la connaissance scientifique. Il faut donc que ces théories nous satisfassent. Et ce n'est pas juste des jeux de mots, des jeux lancés au vent, parce que les mots sont des mots, mais les faits sont des faits. Mario Beauregard traduit parfaitement Psychoneural Translation Hypothesis, qui est très important pour nous. Nous formons une théorie qui nous amène à expliquer la conscience d'une façon immatérielle par l'intermédiaire de l'esprit, par l'intermédiaire du produit qu'elle est. Les informations que nous, médecins spirites, obtenons au Brésil, beaucoup d'elles sont venues par André Luiz et la médiumnité de Francisco Cândido Xavier et tous les livres qu'il a écrits. Il y a eu plusieurs révélations sur la conscience. Il y a les mêmes concepts que les théories contemporaines du professeur Penrose, de Amit Goswami, de Mario Beauregard, par l'intermédiaire de la physique quantique. Ce qui nous amène à agir, à formuler une théorie qui puisse exprimer donc ces sens. Nous avons appris
que les pensées sont constituées d'atomes mentaux, que l'esprit explique le mindful state, donc l'état de conscience. C'est une sécrétion de l'esprit et les ondes donc, qui sortent du corps mental, ce sont elles qui produisent la pensée et la conscience de soi. Notre hypothèse est donc transcendantale, comme vous pouvez le conclure à partir de cette découverte et donc cette interprétation que je vous explique aujourd'hui. La conscience dans l'état de mort imminente ou est indépendante de la conscience éveillée qui est liée au corps. Et cette conscience, mindful state, est donnée par l'âme, par l'esprit. Le concept, la conscience possède une perception non sensorielle et nous pouvons le déduire donc des observations scientifiques qui ont été faites. Donc le concept en vigueur n'a jamais pu prouver scientifiquement que la thèse matérialiste puisse expliquer ces phénomènes. Donc le débat continue pour nous et notre hypothèse transcendantale sera, à notre avis, certainement la bonne et qui pourra vraiment expliquer le mindful state. Merci pour votre attention.